Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info. À la une de l'actualité ce dimanche, nous commencerons sur une victoire. Le Britannique et champion du monde en titre en Formule I, Oliver Rowland, remporte la deuxième course du e-Prix de Monaco. Nous tirerons le bilan de la journée, vous entendrez le grand vainqueur du jour. Et puis après ça, notre focus sera consacré à une écurie qui ne fait pas partie du championnat électrique cette année, mais qui présente une nouvelle voiture pour la catégorie reine de l'endurance. La nouvelle Hypercar de McLaren sera notre focus de ce JT. C'est une résolution adoptée à l'unanimité. Les élus du Conseil national ont tous voté pour encadrer les réseaux sociaux chez les mineurs de moins de 15 ans à Monaco. Une mesure qui permettra de les protéger encore davantage face aux dangers du numérique. Le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robineau, nous en parlera dans quelques minutes. Un astronaute était à Monaco cette semaine. Bill Nelson a honoré les élèves de la principauté de sa présence et a pu partager avec eux son expérience et ses anecdotes. Vous revivrez cette rencontre. Enfin, nous prendrons la direction du Quai des Artistes pour conclure. Non pas pour profiter de son excellente carte, mais pour sa nouvelle exposition, quoique l'un n'empêche pas l'autre. Elle s'appelle Motors et s'inspire de l'univers des sports mécaniques. C'est la deuxième victoire du week-end. Après Nyck de Vries hier, Oliver Rowland remporte donc la deuxième course du e-Prix de Monaco. Le pilote britannique a devancé le Brésilien Felipe Drugovich cet après-midi, Frédéric Elion. Et oui, effectivement, Théo, c'est Oliver Rowland, le champion en titre, qui est sorti vainqueur d'une course animée avec pas mal de rebondissements, des drapeaux jaunes, des accrochages, notamment celui dès le premier tour entre Antonio Félix da Costa, le Portugais, alors deuxième, qui est envoyé en tête à queue par Eduardo Mortara. Le Suisse va mener une bonne partie de la course pour au final terminer en 5e position après avoir écopé d'une pénalité de 10 secondes finalement. C'est Oliver Rowland qui a été le plus malin, le meilleur stratégiquement et qui a aussi parfaitement utilisé ses 8 minutes de mode attaque à bon escient. Il a parfaitement géré sa batterie et son énergie pour l'emporter donc après la course 1 l'an passé. Il remporte la course 2 ici devant le Brésilien Felipe Drugovich après le podium hier de Pepe Marti. C'est l'autre rookie, le Brésilien, qui monte sur la boîte devant Antonio Félix da Costa. Quelle course pour le Portugais, 16e aux premières courses, 3e au final. Il signe la remontada du jour et puis Mitch Evans termine 4e. Le Néo-Zélandais réalise un superbe week-end puisqu'il part de Monaco en tant que nouveau leader du championnat. Merci Frédéric. Je vous propose d'écouter maintenant la réaction d'Oliver Rowland au Mediapen après sa victoire au micro de Gaëtan Lebrun. The weekend was good. I mean, I still struggled a little bit over one lap. I'm just struggling to find the rhythm in qualifying. But both races were good. I was a little bit unfortunate yesterday with some small contact on the front wheel. But yeah, really pleased that we managed to turn it around today and do the job. It's the best feeling. I mean, you grow up as a kid dreaming of racing here, and I've been fortunate enough to win here 3 times. So days don't get much better. Reprenons maintenant la direction du village du e-Prix sur le quai Antoine Ier. On y trouve de nombreuses animations que nous vous avons fait découvrir hier. Et entre-temps, le nombre de visiteurs a doublé. On le voit aussi en tribune, le remplissage est assez remarquable cette année. Preuve que la Formule électrique a aussi son public. Que pensent les visiteurs de leur expérience à Monaco, tant en tribune que dans le village? Gaëtan Lebrun et Alexandra Paolini leur ont posé la question cet après-midi. C'est franchement intéressant de voir la différence qu'il peut y avoir entre la Formule 1 et la Formule E. Après, c'est sûr que moi, c'est le bruit qui me manque un peu tout au long de la course et des qualifications. Mais bon, c'est quand même sympa. Pour moi, le plaisir, il vient pas forcément du bruit. Le plaisir, il vient pour le sport, la beauté de la course, le cadre, les gens, l'ambiance. Ça vient de plein de choses différentes. Le bruit, c'est une expérience différente, mais je dirais pas qu'elle est meilleure ou moins bien. Je trouve que c'est super bien encadré. C'est génial, on a des places là-bas, nous on est en tribune, tribune K, ouais, ça se passe bien, la fan zone elle est bien, non franchement c'est cool. Le son déjà pour commencer, type de voiture, type de moteur, ouais, complètement différent mais super intéressant aussi, ouais, j'adore. Après, l'impact d'une course sur l'environnement, c'est sûr que ça ne doit pas être non plus énorme, mais je pense que ça montre l'exemple. Ça montre le chemin à suivre et du coup organiser des compétitions comme ça en essayant de démocratiser l'électrique, moi je trouve que c'est très bien. On arrive quand même à prendre du plaisir, c'est quand même un circuit assez mythique, assez sympathique à venir regarder. Pour moi c'est la première fois que je viens le voir en vrai, mais ça fait des années que je le suis sur la télé. On habite à côté donc on vient en voiture, c'est rapide. Et puis ça permet de découvrir un peu le Grand Prix, on ne peut pas toujours le voir parce que c'est pas super accessible. Mais au moins le Grand Prix électrique, ça permet de découvrir le circuit. C'est la deuxième fois et super sympa, bonne ambiance, super cadre, top.
Vous le savez, McLaren a quitté le championnat du monde de Formula E à l'issue de la saison 2025. L'écurie britannique se concentre désormais sur d'autres disciplines et notamment sur son retour dans la catégorie raid de l'endurance avec une nouvelle voiture qu'elle a dévoilée il y a quelques jours et qu'elle présente ici même en principauté. Sarah Hincari et Camille Caloni sont allés la découvrir. C'est notre focus du jour. C'est elle, la future hypercar qui participera aux 24 heures du Mans et au championnat du monde d'endurance WEC dès 2027. Elle s'appelle McLaren MCL HY et porte en elle une ambition claire, celle de renouer avec l'absolu. It's been over 30 years since McLaren was at Le Mans and in the World Championship for sports car racing. So it's a new era. It's an exciting time for McLaren. We're back to sports car racing at a golden era, right? We have now 9 manufacturers competing at Le Mans in the World Endurance Championship. So you have, of course, Ferrari. You have iconic companies like Toyota as well, and many others, Peugeot, Alpine, just to name a few. Avec cette petite nouvelle, McLaren Racing dispose désormais de 3 voitures engagées dans les plus grandes disciplines du sport automobile, la Formule 1, l'IndyCar et le WEC. Pour son grand retour dans cette dernière, le Danois Mikkel Jensen est le premier pilote officialisé par le constructeur britannique. Il a participé au développement de la voiture. There's been a lot of work behind this project for a lot of years already. A lot of work also from the drivers, putting in simulator laps, a lot of meetings with the engineers to try and put everything together in the best way possible. So very emotional to hit the track the first time with the car. It's very powerful, it's got a lot of downforce, and it's looking beautiful. So really looking forward to racing in the car. Un petit bijou que certains chanceux pourront s'offrir, une version accessible aux amateurs sera bientôt mise en vente. En basket, Monaco conclut la dernière journée de la saison régulière sur une défaite à Boulazac qui l'emporte 92-74. En effectif réduit, comprenant d'ailleurs le retour du joker médical Yohan Makoundou, finalement qualifié, la Roca Team cède donc sa place de leader du championnat au Paris Basketball. C'est la 4e défaite de l'équipe sur ses 5 derniers matchs. Autre défaite à déplorer hier, celle de Monaco United face à l'équipe réserve de l'Olympique de Marseille en finale de la Coupe méditerranéenne. Après 2 buts partout au terme du temps réglementaire, les joueuses n'ont pas survécu à la séance de tir au but. Elles en ont marqué 2 contre 4 pour Marseille. Un dernier match malgré tout exceptionnel pour cette compétition menée avec brio pour l'équipe. Rappelons que jamais auparavant un club de district n'était allé aussi loin en Coupe méditerranéenne, qui plus est face à un club de échelons au-dessus. Bravo à elle. Tout autre chose à présent, cette semaine, le Conseil national a adopté une proposition de résolution visant à encadrer l'usage des réseaux sociaux chez les mineurs de moins de 15 ans à Monaco. Une mesure très bien accueillie par les élus qui l'ont votée tout simplement à l'unanimité. Et pour cause, aujourd'hui, près de 64% des lycéens passent entre 2 à 5 heures par jour sur les réseaux sociaux, exposés à toutes les sortes de dangers en ligne. Cela fait déjà plusieurs années que le gouvernement princier s'investit sur le sujet. Le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robineau, était notre invité plus tôt dans la semaine pour nous en parler. Il répondait aux questions d'Émilie Rousseau. Bonsoir Christophe Robineau. Bonsoir Émilie. Merci d'être avec nous en studio. Les réseaux sociaux occupent aujourd'hui une place centrale dans la vie des jeunes, un usage jugé parfois préoccupant. Comment le gouvernement princier se saisit de cette problématique ? Alors vous avez raison, hein, ces réseaux sociaux, et notamment vis-à-vis des jeunes, sont un sujet à la fois positif, mais aussi un sujet de préoccupation. Positif parce qu'il ressort que les réseaux sociaux sont aujourd'hui un moyen majeur de communication. Hein, les jeunes l'évoquent dans 90% des cas. Mais c'est aussi un moyen pour apprendre, pour produire. Et puis effectivement, ça expose à un certain nombre de risques. Alors tout le monde a en tête le risque de cyberharcèlement, hein, notamment sur Internet. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a des conséquences à la fois sur le bien-être, sur la santé physique, sur la santé mentale. Et c'est la raison pour laquelle Monaco, comme beaucoup de pays, ont décidé de se pencher de façon active sur le sujet. Alors ça ne veut pas dire que nous ne faisions rien, puisque de nombreuses initiatives existent déjà depuis de nombreuses années. Mais comme beaucoup de pays se posent la question d'encadrer l'utilisation de réseaux sociaux par les jeunes, et notamment de légiférer sur un âge minimum d'accès ou sur les conditions d'accès, évidemment Monaco se doit
d'avoir cette réflexion. Est-ce que le gouvernement dispose de données? Il y a une étude qui a été menée en 2024 que révèlent les chiffres. Alors ESPAD, à laquelle nous participons, a montré de façon préoccupante, effectivement au niveau des lycéens, une augmentation très importante du recours aux réseaux sociaux, que ce soit en semaine et encore plus le week-end ou les jours de congé, certains arrivant à dépasser 30% d'entre eux dépassent 6 heures d'utilisation par jour, notamment le week-end. Vous l'avez dit tout à l'heure, le gouvernement princier mène de nombreuses actions en ce sens. On pourrait citer par exemple la dernière en date et le dispositif No Phone démarré à la rentrée dernière du CM2 au lycée. Alors effectivement, l'éducation nationale et le département de l'Intérieur étaient à l'origine d'abord d'une interdiction de l'usage des téléphones dans les établissements scolaires, puis clairement d'une interdiction des téléphones. Ceux-ci sont mis dans des pochettes qui font écran à la transmission des ondes, dont le contrôle est assuré par des personnels de l'établissement et comme ça évite l'utilisation abusive du téléphone pendant ces heures de classe. Ce n'est pas le seul moyen, puisqu'il faut savoir que de nombreuses associations, et je pense en particulier à Action Innocence, ont développé des programmes d'information, de sensibilisation, d'éducation, du CE1 jusqu'à la première. La DSN également, sous l'égide de la DITN, a développé un projet d'e-éducation qui est très important à mon sens parce qu'il a pour objet non seulement de mettre en avant les dangers des réseaux sociaux, mais également surtout comment se prémunir d'un certain nombre de risques en développant ce qu'on appelle l'hygiène numérique, c'est à savoir comment se protéger, renouveler les mots de passe, éviter les mauvais usages. Donc c'est une action qui est concertée et bien évidemment la DENJS qui est au centre du dispositif puisqu'ayant cette responsabilité de l'enseignement de nos jeunes. Est-ce que vous comptez développer ce dispositif déjà existant, peut-être aussi vous inspirer de ce qui est fait ailleurs, dans d'autres pays ? Alors il se trouve que cette année, nous allons avoir nous avons la présidence du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe et nous avons proposé de piloter finalement une manifestation au niveau du Conseil d'Europe le 4 juin à Strasbourg qui aura pour objet finalement de faire un état des lieux à la fois des risques mais aussi des solutions envisageables. Et pour préparer cet événement, nous avons lancé 2 études, une auprès de la DENJS, auprès des lycéens, des collégiens, donc du secteur public, à peu près 2200 élèves, avec des questions assez simples finalement, comment ils perçoivent les réseaux sociaux, comment ils les utilisent, comment ils les ressentent, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éventuellement limiter l'impact négatif des réseaux. Et puis il y a une deuxième tendance qui est de responsabiliser les plateformes, elles-mêmes, à savoir leur demander premièrement de s'assurer de l'âge des utilisateurs et puis d'adapter leurs programmes et notamment limiter tout ce qui peut générer une forme d'addiction de ce phénomène. On l'entend dans vos propos, Christophe Robineau, vous défendez vraiment une approche globale, progressive également et équilibrée. Il est important aussi de bien connaître cette problématique. Alors vous avez tout à fait raison. D'abord, je voudrais rappeler quelque chose, c'est l'utilisation des écrans et en particulier des réseaux sociaux a de vraies conséquences, tant sur l'adulte d'ailleurs que sur l'enfant. On le voit dans le milieu professionnel, mais on voit particulièrement chez l'enfant. Ça a des conséquences d'abord sur la perception de soi, parce que souvent, au travers des réseaux, on renvoie une image, on peut être comparé, on peut être éventuellement attaqué sur son image, donc c'est quelque chose qui peut mettre mal à l'aise. Deuxièmement, vous avez des phénomènes de dépendance qui se créent, notamment cette notion de doom scrolling qu'ont développé les anglo-saxons et qui est en fait le fait de parcourir les réseaux sociaux sans aucune interaction, simplement en regardant indéfiniment. Ce qui va capter l'attention va être source d'anxiété. Je crois que c'est intéressant de rappeler qu'avant la Covid, les symptômes d'anxiété chez les adolescents étaient présents de l'ordre de 8 à 15%. Et qu'après la pandémie Covid, et notamment du fait du développement et du renfermement sur soi par l'utilisation des réseaux sociaux, on retrouve ces symptômes d'anxiété chez 50% des adolescents, ce qui est quand même assez
impressionnant sur une si courte période. Et puis cette anxiété, cette dépression parfois, ces phénomènes de harcèlement qui se développent finissent par avoir des conséquences sur la santé mentale. Et d'ailleurs, je citerai une étude qui a été menée par un professeur de psychiatrie dans le domaine de l'informatique qui montre qu'il y a un risque cognitif qui apparaît sur un usage trop important des réseaux sociaux et heureusement un risque cognitif qui peut être réversible puisque dans cette étude, ils ont montré que l'interruption totale de l'utilisation des réseaux sociaux pendant 15 jours permettait de faire régresser ces atteintes. Donc il est, je crois, très important de faire un état des lieux et d'agir le plus tôt possible, en tout cas de fixer des règles pour limiter et encadrer l'accès au réseau et éviter ses conséquences définitives. Et primordial donc de se saisir de cette problématique. Merci infiniment Christophe Robineau d'avoir été notre invité ce soir. Merci Émilie. Sa venue en principauté avait été annoncée lors de la confirmation de la participation de Monaco aux célébrations des 250 ans de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. L'astronaute et ancien administrateur de la NASA, Bill Nelson, a rencontré des élèves de Monaco au collège Charles III en début de semaine. 2 heures d'échange durant lesquelles il a pu répondre à leurs questions spontanées, leur partager son savoir, son expérience et tout un lot d'anecdotes. Alexandra Pani et Arnaud Imbert ont capté ce moment. Parlez d'espace à des ados et vous aurez leur attention. Bill Nelson a vu juste durant 2 heures. Il a captivé son auditoire. Moment privilégié de partage avec un astronaute américain qui restera gravé pour ses élèves de la principauté. J'ai trouvé qu'il était vraiment très passionné par ce qu'il disait. C'était vraiment incroyable d'entendre ça. J'ai envie de lui dire bonjour, de lui serrer la main. C'était très stressant parce qu'en plus moi c'est un domaine dans lequel j'aimerais exercer plus tard. Je ne sais pas s'il a vraiment compris ma question, j'avais un peu peur, mais c'était très impressionnant. Il avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses très intéressantes à dire, beaucoup de morale, il nous a appris beaucoup de leçons. J'ai pris des notes sur des choses importantes qu'il a dites. Et il avait vraiment beaucoup d'anecdotes très drôles surtout. J'aime beaucoup l'espace. Ça fait longtemps que j'aime bien ce sujet. Et même en novembre, j'allais à Liverpool pour aller voir Brian Cox, qui va parler de l'espace en Angleterre. Et du coup, je trouvais que c'était très intéressant de venir ici aujourd'hui et le rencontrer en personne. À 83 ans, Bill Nelson garde la même passion pour la conquête spatiale. En 1986, il est le 2e parlementaire américain à voyager dans l'espace à bord de la navette spatiale Columbia, un vol orbital de 6 jours. De 2021 à 2025, il sera nommé administrateur de la NASA. Face à cette jeune génération, il tenait à leur adresser un message primordial pour lui, un sentiment fort qu'il a ressenti la première fois qu'il a vu la Terre depuis l'espace. When you see the Earth from space as astronauts do, it has an incredible effect upon you because you look and you don't see division, you don't see racial division, you don't see political division, you don't see religious division. All of these divisions that here on the face of the earth divide us. When you look from space, we're all in this together. We are all citizens of planet Earth. Près de 230 élèves du collège Charles III, lycée Albert Ier et FANB ont pu prendre part à cet échange avec Bill Nelson. Une conversation qui pourra ouvrir la voie à de futures carrières dans le domaine spatial. On n'en doute pas. Autre sujet plus léger mais tout aussi important au cœur de l'actualité, le retour des moustiques avec le retour des beaux jours oblige la principauté à s'adapter pour le confort de ses résidents. Parmi les méthodes privilégiées pour lutter contre leur invasion, Monaco a choisi des pièges qui n'ont pas que pour seule fonction de les capturer, ils permettent aussi de les étudier. Comment fonctionne-t-il? Réponse dans ce reportage de Vanessa Dessy et Thomas Deus. À l'approche des grosses chaleurs, les moustiques font leur apparition. En principauté, la riposte est déjà en place. Le gouvernement princier a déployé des pièges pour capturer et analyser les insectes. Un dispositif discret mais stratégique. L'objectif, c'est de positionner le piège dans un endroit à l'ombre, ce qu'on appelle des gîtes de repos. Donc là, on va poser le piège au niveau d'un gîte de repos à l'ombre, non loin d'un point d'eau. Ce programme gouvernemental est le fruit d'une collaboration entre la Direction de l'Action Sanitaire et le Centre Scientifique de Monaco, qui toutes les semaines va analyser
nos moustiques afin de savoir s'ils sont porteurs de virus ou pas grâce à une méthode de PCR digitale extrêmement sensible. Ça veut dire que à la moindre présence de virus, nous serons en capacité d'identifier et de confirmer la présence d'un virus. Il faut savoir qu'en plus de ces pièges, nous disposons de pièges beaucoup plus quantitatifs avec des bouteilles à CO2 qui vont permettre, eux, d'attraper un plus grand nombre de moustiques. Donc vous voyez que l'intervention consiste à la fois à en capturer le plus possible pour diminuer la nuisance, mais également à nous assurer qu'ils ne soient pas porteurs de virus. Même si la propagation de maladies par le moustique sur le territoire est très rare, il n'en demeure pas moins très nuisible. Les moustiques sont attirés par le CO2 et évidemment l'être humain exècre du CO2 de manière continue et c'est pour ça que nous sommes une cible privilégiée de ces moustiques parce que nous excrétons du CO2. Le moustique en soi est une nuisance, mais plus que la nuisance, ce qui nous importe, c'est de nous assurer que ces moustiques ne transportent pas des virus qui pourraient à leur tour contaminer les résidents de la principauté. Allez, là on pose le piège. Ces pièges permettront de collecter les insectes en circulation afin de les analyser en laboratoire et d'identifier rapidement la présence d'éventuels virus et de renforcer la surveillance sanitaire. Ingénieux. Allez, une belle exposition pour finir qui colle parfaitement à l'actualité du moment. L'UIPRI et bien sûr le Grand Prix de Formule 1. Elle s'appelle Motors et s'inspire des sports mécaniques. C'est la nouvelle exposition du Quai des Artistes présentée jusqu'à la fin du mois de juin sur les murs de la salle. Alexandra Pani et Hugo Comasa sont allés voir de plus près. Motors, peintres, graffeurs et sculpteurs se sont prêtés au jeu des sports mécaniques pour cette nouvelle exposition présentée au Quai des Artistes. Une exposition collective donc qui réunit 13 artistes au style et univers éclectiques. On a quelques artistes qui avaient des œuvres qui étaient déjà réalisées autour de cette thématique, comme Rice qu'on avait pu voir ici en solo show. Mais il a joué le jeu, il a réalisé aussi 2 nouvelles œuvres inédites pour l'exposition, qui est un collage d'affiches et une œuvre en sculpture sculpturale métallique avec des petites voitures qu'on peut placer à sa guise en fonction de la course qu'on veut faire. On a Francis Puvif aussi qui avait traité de ce sujet avec ses œuvres tridimensionnelles qui sont des voitures qui viennent crever l'affiche, percer l'écran un petit peu. Sinon, toutes les autres productions ont été réalisées en fait exclusivement pour être montrées au Quai des Artistes. Notamment Gérard Atton-Gauthier qui a un travail très poétique, toujours en noir et blanc, a réalisé donc 2 pièces complètement inédites avec du plexi fondu autour de 2 éléments de véhicules de course, qui est un frein à disque et un piston réel de Formule 1. Quand on réalise des expos collectives avec un cahier des charges bien particulier, c'est assez challengeant pour les artistes de se dire je le fais pas, ou comment est-ce que je vais créer, et c'est un petit peu sortir de sa zone de confort pour essayer de proposer quelque chose d'inédit. Alors que les moteurs vrombissent de l'autre côté des rails, l'exposition propose un autre regard sur les sports mécaniques, une discipline qui a vu naître tant de légendes. Ça correspond bien à ma passion, et puis en fait on est sur le circuit ici. Le Quai des Artistes et le circuit de Monaco, ça ne fait qu'un. Le Quai des Artistes au départ c'est des ateliers qui ont été créés par le prince Régnier, et en bas c'était un peu leur cantine en fait, qui est devenu un restaurant en 99 si je ne me trompe pas. Et donc je trouvais que c'était bien de renouveler un peu le rapport entre la brasserie, cette fameuse cantine, et les œuvres. Donc tous les 2 mois on fait une nouvelle exposition avec des artistes très très différents, à chaque fois avec une nouvelle découverte, et puis ça crée une animation dans cette brasserie qui est faite pour ça, j'allais dire. L'exposition Motors est à découvrir jusqu'au 30 juin au restaurant Le Quai des Artistes. Et c'est sur ces images que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité à notre antenne tout au long de ce week-end de course. Dans un instant, la météo de Sarah Nkari. Ensuite, 19h dimanche, puis les experts du IPRI. Demain, ne manquez pas le nouvel épisode du podcast. Geneviève Berthier recevra la navigatrice Marie Tabarly. Et à 19h, notre commissaire Navarro, Patricia, vous accueillera pour un nouveau JT. Passez une très bonne soirée et une belle semaine à Monaco. À bientôt. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end sous le soleil car demain il se fera
un peu plus discrets. Nous ferons face à un ciel variable devenant très nuageux au fil de la journée et des averses sont possibles en fin d'après-midi. En ce qui concerne les températures, elles varieront entre 12 et 18 degrés. Nous avons connu mieux en ce mois de mai, mais ne vous inquiétez pas, le beau temps sera de retour dès mardi. En attendant, nous souhaitons ce lundi une bonne fête au Eric. Passez une excellente soirée sur Monaco Info.